Si les jeux vidéo sont des mondes en eux-mêmes, s'il faut des cartes pour s'y repérer, cela signifie qu'on peut en faire une géographie. Car depuis Tennis for Two, inventé sur un oscilloscope en 1958, ils sont devenus de véritables espaces virtuels au point d'être presque des décalques augmentés de notre réalité. Mais la géographie des jeux vidéo, c'est aussi celle des lieux dans lesquels on s'y adonne et des endroits où ils sont conçus, comme nous allons le voir ce soir. France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange. Et pour en parler, je suis en compagnie d'Ovig Termination, enseignant-chercheur en géographie à l'Université de Tours et co-auteur notamment du livre La fin du game, les jeux vidéo au quotidien. C'est aux presses universitaires François Rabelais. N'oublie jamais les principes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair des innocents. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Et on commence avec ce morceau de la bande-annonce de Assassin's Creed Mirage, sorti le 5 octobre dernier. C'est un jeu situé dans une reconstitution du Bagdad du 9e siècle. Bonsoir Ovig Termination. Bonsoir, merci Vous de avez eu l'invitation. l'occasion, nous vous en prions, vous avez eu l'occasion de jeter un œil à cette dernière version du jeu de Assassin's Creed. Alors, j'avoue pas encore, effectivement. Je connaissais un peu les versions précédentes, mais celle-là, non, j'ai pas eu le temps. Et à quel point le lieu, justement ce Bagdad du 9e siècle, c'est important pour ce qui est de l'action de ce jeu, de ce qui s'y passe. Ce qui est intéressant avec cette série en particulier de jeux vidéo, c'est que c'est une véritable volonté de la part de l'éditeur justement d'ancrer spatialement chacun des épisodes, puisque c'est maintenant plusieurs jeux qui se succèdent avec voilà, des personnages plus ou moins récurrents. Et la volonté à chaque fois que chacun des épisodes soit un espace-temps particulier. Donc Paris à l'aube de la Révolution française, la découverte des Amériques, et puis donc ce nouvel épisode là qui est sorti effectivement à l'automne dernier, et un travail de reconstitution qui est effectivement qui se veut en tout cas le plus fidèle possible. C'est les historiens qui travaillent exactement, aussi avec oui. les concepteurs du jeu. Exactement, oui, c'est aussi ce qui fait un peu la marque de fabrique de cette série de jeux vidéo, c'est le fait de faire appel justement à des historiens pour travailler le caractère réaliste justement de la reconstitution de ces espaces. Est-ce qu'il y a des géographes pour faire en sorte que le décor, lui aussi, soit réaliste, que la montagne soit placée au bon endroit et le lac aussi? Alors, il y en a? À ma connaissance sur ces jeux-là, non, mais je sais par ailleurs, par l'intermédiaire notamment d'un doctorant avec qui je travaille, que Ubisoft, donc qui est l'éditeur de ce jeu, fait appel parfois effectivement à des compétences géographiques pour accompagner ses équipes justement pour réfléchir à un niveau de réalisme voilà, suffisamment acceptable, tout en quand même essayant de rester dans le cadre d'un jeu, que ça reste un jeu vidéo et non pas simplement, simplement entre guillemets, que ce soit pas une simulation, mais bien un jeu vidéo. Donc ça veut dire que quand on est géographe comme vous, on peut étudier finalement la géographie d'un jeu vidéo comme on étudierait la géographie d'un espace réel? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est valable pour les jeux sans doute les plus grosses productions, c'est-à-dire les jeux dans lesquels il y a effectivement le plus de contenu, et notamment de contenu géographique. Vous citiez tous les prémices du jeu vidéo à la fin des années 50. Bon, dans Tennis for Two ou dans le jeu du Morpion, l'équivalent du Morpion, c'est vrai qu'on aurait du mal à parler des heures de l'espace. Sur ces derniers jeux-là, sur ces dernières générations de jeux, notamment sur les jeux dits triple A, dans le vocabulaire de l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire les super-productions, l'équivalent des super-productions des blockbusters du cinéma. Oui, là, très clairement, on a des espaces à explorer qui sont parfois très vastes, qui prennent du temps, justement, à explorer, avec beaucoup de détails, beaucoup de décors et beaucoup de pérégrination possible. Et donc, c'est vrai qu'en tant que géographe, en tout cas, on peut
prendre ces espaces-là, et puis alors on peut s'amuser à essayer de traquer justement les correspondances avec des espaces réels, hein, ce que certains l'ont fait justement sur ces séries de jeux vidéo, essayer de comparer justement avec la Bagdad de l'époque, ou alors avec Paris de la Révolution française, ou sur des jeux plutôt contemporains. Et puis on peut aussi s'amuser à essayer de calculer les distances, à essayer de regarder justement quelle est l'étendue, quel est l'équivalent, hein, de ces cartes-là. Et puis on peut aussi observer aussi comment les joueurs, les joueuses et les joueurs se promènent, hein, dans ces espaces, pratiquent ces espaces, tâchent de se repérer, parfois font exprès de se perdre aussi pour se laisser porter un peu par l'aventure ou par les espaces à découvrir. Donc Tennis for Two, c'est vrai que c'était juste sur un oscilloscope une petite balle qui passait d'un côté à l'autre. Est-ce qu'on peut considérer que des jeux qui sont les évolutions modernes de Tennis for Two, comme Candy Crush par exemple, ou comme le célèbre Tetris, sont aussi des jeux qui font appel à la géographie? Parce que vous les citez quand même dans votre livre Ovic Termination. Oui, alors on m'accusera peut-être d'avoir une approche un peu trop flexible ou extensible de la géographie ou de ce qu'on peut appeler espace dans un jeu vidéo. Dès lors qu'on a un cadre effectivement dans lequel il se passe des choses, où la joueuse ou le joueur peut faire des choses, effectivement, on a affaire à de l'espace. Alors cet espace, il peut être plus ou moins rudimentaire, mais dans Tennis for Two, justement, on a deux traits qui symbolisent des raquettes, on a un petit carré qui se déplace qui symbolise une balle, on a un trait au milieu, une ligne qui symbolise le filet. Bon, on a un terrain de tennis, donc on a bien un espace de référence. On pourrait parler d'un espace de référence. Il ne peut pas y avoir de jeux vidéo sans espace de référence? À ma connaissance, c'est-à-dire que dans un premier, pour vous répondre, je dirais qu'on peut se considérer qu'il y a effectivement des jeux, même rudimentaires, dans lesquels on a des espaces de référence. Et puis par ailleurs, même sans espace de référence, vous preniez le cas de Tetris, on a quand même de l'espace. On a un espace qui est très abstrait, qui est très géométrique, mais le jeu de Tetris dans lequel donc justement des pièces tombent du haut vers le bas et on doit essayer de les imbriquer, c'est un jeu qui fait fondamentalement appel à des compétences spatiales. Alors c'est devenu la métaphore de comment ranger votre camion de déménagement. Exactement. Donc on a bien affaire à un espace qui, pour le coup, lui, ne fait pas directement référence à un espace réel, si ce n'est peut-être le décor qu'on a autour du jeu, parce que c'est un jeu qui est d'origine, qui a été inventé par un créateur soviétique, donc il y a ce décorum autour. Mais même là, on a de l'espace, effectivement. Alors on pourrait considérer qu'il y a de l'espace aussi quand on joue aux échecs, non pas dans un ordinateur, mais sur un plateau. Donc il y a toujours de la géographie finalement dans le jeu, y compris non virtuel, y compris non vidéo. Tout à fait. Et d'ailleurs, les jeux traditionnels, ces jeux traditionnels dont vous parlez, les échecs ou ce qu'on appelle les dames chinoises, ou les échecs chinoises, le jeu de Go sont aussi des jeux qui ont une certaine dimension symbolique, qui renvoient justement à une certaine manière de concevoir l'organisation du monde. Donc certains de ces jeux, les jeux de semailles aussi en Afrique, qui sont aussi des jeux traditionnels, symbolisent aussi un certain rapport à l'espace. En l'occurrence un espace-temps qui est celui justement des systèmes agraires. Donc disons qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un décorum ou une architecture très réaliste pour parler d'espace, ou en tout cas pour analyser la dimension spatiale justement de ces jeux qui parfois font appel à des compétences très précises de navigation, de repérage, de lecture spatiale. À l'inverse, est-ce que vous pourriez penser à un jeu qui n'aurait pas de référence à l'espace? J'avoue que éventuellement les jeux de cartes, mais vous voyez, même sur les jeux de cartes, on a bien de l'espace, puisqu'il faut bien faire des piles de cartes, et que les piles parfois ne communiquent pas entre elles. Donc dès lors qu'il n'y a pas de communication, c'est-à-dire qu'il y a de la distance entre ces piles, on ne peut pas superposer n'importe quelle carte dans n'importe quelle pile, par exemple quand on joue au solitaire ou à ce genre de choses. Donc dès lors qu'il y a de la distance, dès lors qu'il y a de la séparation, effectivement, on peut parler d'espace. C'est une distance entre des cartes et non pas entre des individus, mais qui relève bien effectivement d'une dimension spatiale. Alors quand vous en parlez comme ça, Ovic Termination, ça paraît évident. On se dit mais oui, bien sûr, la géographie a tout à voir avec le jeu vidéo et peut-être même les jeux de manière générale. Mais j'imagine que ça n'a pas été pour autant évident dans la discipline de dire, voilà, moi, mon sujet ou l'un de mes sujets de recherche, ça va être les jeux vidéo. Oui, vous avez tout à fait raison. J'en parle avec enthousiasme et peut-être avec un peu de
prosélytisme, parce que effectivement, moi, je suis engagé dans des recherches sur les jeux vidéo avec avec un certain nombre de collègues autour de moi, des géographes, mais pas que, des sociologues également, des philosophes. Voilà, donc depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc effectivement, pour moi, il y a une forme d'évidence maintenant à considérer que effectivement l'approche géographique parle et en tout cas est pertinente pour utiliser les jeux vidéo. Je pense que pour comprendre cette logique-là, il faut sans doute avoir en tête que la géographie elle-même en tant que discipline a beaucoup évolué, a beaucoup muté depuis sa naissance, à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, on est peut-être sur une approche qui est, enfin en tout cas sur une manière de faire de la géographie contemporaine qui est peut-être aujourd'hui un peu moins ancrée dans le matérialisme, dans l'arpentage du terrain réel, même si c'est encore très présent évidemment dans la discipline, et même si moi-même je continue à enseigner par le terrain, par l'urbanisme, etc. Mais disons qu'aujourd'hui, la géographie est une discipline qui est très ouverte à différentes manières de travailler, de réfléchir à des objets, y compris des objets qui, a priori, n'auraient pas forcément une dimension spatiale très évidente. Aujourd'hui, la géographie ne travaille plus seulement sur des pays ou des régions ou des découpages spatiaux, mais travaille aussi sur des objets, par exemple les jeux vidéo. Alors quand même, il y avait d'autres chercheurs et chercheuses qui s'étaient intéressés à la question avant vous. À la fin des années 90, j'ai pu dire que certains travaux regardaient la façon dont les personnages se déplaçaient à l'intérieur des jeux. C'était sans doute une époque où on se déplaçait de façon latérale, d'ailleurs, sur des jeux de plateau, des jeux de niveau. Quelle était la problématique Qu'est-ce qu'on cherchait à travers le déplacement des personnages? Alors en fait, pour comprendre ça, il faut juste rappeler que initialement, les recherches sur les jeux vidéo n'émanent pas de la géographie justement, et émanent plutôt de disciplines telles que l'histoire de l'art, le cinéma, la communication, la littérature. Et donc ce sont des disciplines qui se sont au départ plutôt intéressées à la manière dont les jeux sont conçus, la manière dont les jeux sont écrits également, lorsqu'il y a du dialogue, lorsqu'il y a du texte, et la manière aussi dans laquelle on navigue. La manière dont on navigue dans ces espaces-là, la manière avec laquelle on navigue dans ces espaces-là. Et effectivement, ça a pu produire un certain nombre de travaux qui avaient plutôt vocation à essayer de mettre en évidence des typologies justement de modes de navigation, des modèles de représentation ou de liens justement entre écran ou entre espaces. Comme par exemple Donc, par exemple, mettre en évidence des jeux où la navigation horizontale primait. Donc, l'exemple le plus classique, c'est les jeux de la série Super Mario où le personnage va toujours dans le même sens, de gauche à droite. De temps en temps, il peut sauter. Bon, voilà. Sens de la lecture, d'ailleurs. Sens de la lecture, exactement. Sens de la lecture à l'occidentale. Donc, de gauche à droite. Voilà. D'autres jeux privilégiaient plutôt une direction, une navigation verticale, notamment des jeux de vaisseaux spatiaux où, en fait, il fallait éliminer le plus d'ennemis possible qui apparaissaient à l'écran. Détruire des météorites. Voilà, détruire des météorites, etc. Voilà. Donc, dans cette période des années 80-90, qui est aussi une période d'expérimentation des différents types de jeux possibles, des genres de jeux, enfin, c'est une période où l'industrie du jeu vidéo se structure, ça a pu donner lieu effectivement à des expérimentations, des modes de faire, des modes de représentation très variables, et ça a intéressé effectivement les chercheuses et les chercheurs. Il se trouve que quand j'étais gamin, j'avais une vraie passion pour les cartes géographiques. France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous parlons géographie et jeux vidéo avec vous ce soir, Ovid Termination. Qui dit géographie dit carte. Vous avez choisi, comme chaque semaine et comme nos invités toutes les semaines, une carte à commenter. Cette carte, on peut la voir sur notre site internet. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous la décrire, Ovid Termination, et nous dire pourquoi vous l'avez choisie? Oui, alors c'est une carte en vue zénitale ou vue surplombante, c'est-à-dire qu'on voit c'est une carte d'un jeu. Voilà, pardon, oui, effectivement, c'est une carte donc tirée d'un jeu, qui est un jeu dit en open source, c'est-à-dire le code informatique qui permet de faire tourner la machine, enfin le jeu, pardon, est accessible, utilisable
par n'importe quelle personne qu'on a les compétences minimales en tout cas. Voilà. Et donc effectivement, c'est une carte qui est très inspirée d'un style ou d'une période de jeux vidéo des années 90, voilà, que les experts reconnaîtront par ses couleurs, son caractère un peu pixelisé, voilà, donc qui renvoie aussi à un certain pétant. Voilà, exactement, et qui renvoie aussi à un certain imaginaire de la production de jeux vidéo de cette époque-là. Donc c'est une carte en vue surplombante, on voit un personnage, on voit des décors qui représentent effectivement une forêt, enfin de la végétation, voilà. Elle peut paraître assez rudimentaire par rapport à des cartes qu'aujourd'hui on peut trouver dans des jeux qu'on citait tout à l'heure, c'est-à-dire des jeux très poussés, hein, ces jeux AAA dont je citais, où là on peut avoir des cartes qui montrent des environnements beaucoup plus complexes. Ce qui est intéressant dans le rapport à la carte dans les jeux vidéo, c'est que la carte, elle peut avoir plusieurs fonctions. Une première fonction, c'est une fonction qu'on connaît bien, qui est la fonction de repérage et de localisation, comme lorsqu'on utiliserait une carte topographique, une carte routière ou un GPS. Pour savoir où on est dans l'univers. Exactement, où est-on dans l'univers, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, comment fait-on pour aller d'un point A à un point B. Mais la particularité des jeux vidéo par rapport justement à ces cartes-là traditionnelles, c'est que la carte est aussi le support du jeu. C'est-à-dire que typiquement dans l'exemple qu'on voit, enfin qu'on peut voir sur le site internet, les personnages se déplacent sur la carte. Et beaucoup de jeux sont des jeux dans lesquels les personnages se déplacent justement sur les cartes et les joueuses et les joueurs font le déplacement directement sur la carte. Un peu comme si nous-mêmes, on se voyait, et c'est le cas d'ailleurs avec les GPS. Quand on est géolocalisé, oui. Voilà, quand on est géolocalisé, on se voit bouger effectivement en temps réel. Donc les jeux vidéo, d'une certaine manière, préfigurent cet effet-là, cet effet de rapport à la cartographie et au déplacement. Préfigurent ou ont inspiré, parce qu'on peut imaginer aussi que Google Maps, pour ne pas les citer par exemple, étaient les personnes qui ont créé ce logiciel, ce site internet, étaient inspirées par ça. Je serais incapable de répondre à cette question-là. Voilà, il faudra effectivement, ce serait intéressant effectivement de faire cette archéologie-là. En revanche, peut-être pour répondre de manière un peu indirecte à votre question, c'est amusant de constater qu'aujourd'hui, certains justement applications, ou logiciels, ou outils de géolocalisation ou de repérage, utilisent des codes ludiques ou vidéoludiques avec des systèmes de badges, des systèmes de récompenses, des couleurs chatoyantes, des icônes qui rappellent justement des interfaces de jeux vidéo. Donc sur les outils les plus récents, on peut effectivement avoir le soupçon que ces outils s'inspirent justement des interfaces de jeux vidéo. Dans le cas de Google Maps, je serais moins sûr. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une gamification, en bon français, je ne sais pas comment on pourrait traduire ce mot-là, mais on a le sentiment qu'en effet, l'univers du jeu vidéo déteint un petit peu partout dans le monde réel. Donc c'est étonnant de voir qu'il y a une circulation du monde réel vers le jeu vidéo, et puis du jeu vidéo aussi vers le monde réel. Tout à fait. Alors il y a des chercheurs allemands qui ont proposé de parler de ludification, justement. Ludification des univers culturels pour exprimer ce phénomène-là. Ludification des univers culturels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'autres univers culturels, donc la musique, le cinéma, s'inspirent désormais justement des personnages ou des imaginaires ou des icônes du jeu vidéo. On a des chaînes de prêt-à-porter, par exemple, qui utilisent maintenant des personnages de jeux vidéo pour les t-shirts. On a évidemment, mais depuis les années 80, des films qui mettent à l'écran des jeux vidéo ou s'inspirent justement des univers vidéoludiques. Il y a eu War Games dans les années 80, il y a eu Tron, il y a eu aussi des exemples plus récents. Et même en musique, maintenant, on trouve dans certains groupes de musique des inspirations plus ou moins revendiquées à des sons de jeux vidéo ou à des personnages de jeux vidéo. Voilà, donc cette ludification, effectivement, de cette forme de colonisation, en quelque sorte, par les imaginaires vidéoludiques des autres univers, que ce soit des univers culturels ou professionnels, justement, effectivement, c'est un processus qui est relativement marquant depuis quelques années et qui est sans doute le révélateur du fait que les jeux vidéo aujourd'hui sont devenus une pratique culturelle parfaitement banalisée, parfaitement répandue dans beaucoup de catégories de la population. Mais ça signifie quoi, Ovic Termination, selon vous, sur la fusion à laquelle on a l'impression d'assister entre réel et virtuel? Alors, c'est une vraie question et c'est une question qui est compliquée
parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord sur l'issue du débat. Ma position personnelle, c'est qu'aujourd'hui, enfin, je ne suis pas le seul à partager cette position, hein, évidemment, mais en tout cas, moi, la position dans laquelle je me retrouve, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce sont des univers en fait qui sont complètement imbriqués. Enfin, du moins dans les pays ou dans les régions dans lesquelles l'accès à Internet est facilité. Par les téléphones, les réseaux, Wi-Fi, Bluetooth ou autres. Aujourd'hui, on navigue quasiment instantanément des espaces réels aux espaces virtuels. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains universitaires, certains collègues, certains chercheurs que ces dénominations réelles virtuelles aujourd'hui sont peut-être un peu obsolète parce que on passe de l'un à l'autre. Voilà, en tout cas pour celles et ceux qui ont dans leur poche leur téléphone portable, leur C'est-à-dire smartphone, la plupart des gens. c'est-à-dire quand même beaucoup de gens. Voilà, on navigue de ces univers-là de manière quasiment instantanée, en tout cas de manière beaucoup plus intuitive, beaucoup plus banalisée, quasiment sous forme de réflexe qu'auparavant. Donc cette distinction, ce découpage mental justement entre ces espaces réels et ces espaces virtuels, entre les ressources disponibles dans notre espace physique matériel et puis les ressources disponibles dans nos espaces virtuels ou cybernétiques, aujourd'hui, ce découpage mental, il a tendance à s'estomper. Donc le géographe, finalement, bientôt ne sera plus spécialiste des jeux vidéo, ni même spécialiste du réel et du virtuel. Il sera spécialiste d'un sujet, c'est peut-être déjà le cas, qui transcende les frontières virtuelles réelles. Alors, pour le dire peut-être différemment, je dirais qu'aujourd'hui, sur bien des objets ou bien des sujets de recherche en géographie, il paraît difficile de ne pas regarder aussi ce qui se passe dans les espaces numériques. Par exemple, aujourd'hui, des travaux en géopolitique ou en géographie politique peuvent difficilement faire l'impasse aussi de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On a beaucoup parlé, par exemple, des situations d'intrusion ou de diffusion de certaines théories via les réseaux sociaux, via différents outils numériques. Voilà. Donc ça paraît difficile aujourd'hui de faire une géopolitique ou de s'intéresser à la géographie politique sans passer par un regard porté sur ce qui se passe également dans les espaces numériques. Si on fait une géographie culturelle aussi, même une géographie qui s'intéresse à d'autres objets, les industries culturelles et créatives aujourd'hui, sans le numérique, même les déplacements, une géographie aujourd'hui des mobilités qui ne prennent pas en compte l'utilisation que peuvent faire les personnes aujourd'hui des smartphones comme outil d'aide à la mobilité ou d'occupation des espaces-temps de la mobilité, risque peut-être de perdre de vue un certain nombre de choses. Je ne veux pas dire que c'est obligatoire, mais en tout cas, c'est vrai que très clairement, ça enrichit un certain nombre de travaux sur bien des objets. Alors sur les cartes des jeux vidéo, au Victor Termination, il y a bien souvent l'endroit où se situent les ressources pour le joueur. Il peut y avoir des magasins, par exemple, et il peut y avoir un certain nombre d'annonces publicitaires, de lieux où rencontrer d'autres personnes. Et là, on est vraiment dans une réplication, dans une réplique du monde réel, où on peut en effet acheter réellement des choses, en effet voir vraiment des publicités de marques qui existent par ailleurs. Oui, tout à fait. Soit de marques qui existent, soit de parodies justement de ces marques qui existent. Il y a un certain nombre de jeux vidéo plutôt dystopiques, c'est-à-dire qui mettent en scène des futurs souvent noirs ou très sombres. C'est des jeux vidéo qui parfois manient beaucoup l'humour pour détourner des marques aujourd'hui existantes, des logos ou des slogans ou autres. Donc effectivement. Ce qui est amusant, c'est que dans les jeux vidéo, mais depuis l'origine, on a du mal à sortir justement des modes d'organisation de l'espace qui sont les modes d'organisation de l'espace physique ou matériel, pour reprendre le vocabulaire dont on parlait tout à l'heure. Donc effectivement, la ville ou le village, ça reste une centralité forte. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à imaginer de nouvelles géographies? Parce qu'on pourrait tout faire. Tout à fait, parce qu'on vit dans ces espaces-là. Donc j'imagine que les personnes qui créent ces jeux vidéo-là décalquent aussi des modes de vie de leur espace réel. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que pour partie, les jeux vidéo héritent d'autres formes ludiques, et notamment les jeux de rôle papier, qui ont émergé dans les années... je dirais les années 60, 70 peut-être, je n'ai plus les dates exactes, mais disons 70-80, et qui reproduisaient justement, s'inspiraient beaucoup de l'imaginaire médiéval, de la bourgade
de la ville comme justement polarité, là où on trouve les commerces, les services, avec un découpage très net entre la ville et la campagne. Bon, voilà, la campagne, c'est l'espace de la production agricole. La ville, c'est là où il y a le maréchal ferrant, l'armurier, le vendeur d'armes, le vendeur de C'est l'aménagement cheval. du territoire qui est finalement le même que dans le Voilà, réel. en tout cas, il y a cet héritage très fort d'une certaine vision de ce que sont les centralités urbaines qu'on retrouvait dans les jeux de rôle papier de l'époque, qui a ensuite migré dans les jeux vidéo des années 80-90 et qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a bien entendu des jeux vidéo qui arrivent à se sortir de ces schémas-là, et souvent c'est des jeux vidéo qui proposent justement, en tout cas en tant que géographe, des formes de spatialité, de navigation relativement intéressantes. J'ai en tête un jeu vidéo par exemple où la ville est dans le ciel, où on se balade dans une ville céleste, voilà, et on passe d'îlot en îlot dans le ciel. Voilà. Donc on dit qu'on va dans un monde virtuel, alors qu'en fait on ne bouge pas, on reste dans son fauteuil ou dans son canapé. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que dès les années 90, en fait, le vocabulaire du numérique et le vocabulaire de l'Internet est complètement saturé de vocabulaire géographique. On parle de navigation sur Internet, on parle de surfer, on parle de liens UE. Enfin, voilà, donc on a un vocabulaire géographique qui, dès le départ, est déjà très présent dans l'univers du numérique et l'univers du cyberespace. Parce que précisément, c'est une navigation. Tout à fait. En tout cas, c'est une illusion de navigation. En tout cas, c'est comme ça qu'on le pensait à l'époque, une illusion de navigation. On va d'une page à une autre, on va d'un lien à l'autre, et effectivement d'un lieu Internet, enfin un lieu virtuel à un autre. C'est vrai qu'on ne bouge pas, logiquement. Mais le physiquement. corps ne bouge pas. Le corps physique ne bouge pas, mais ça n'empêche pas la pensée de déambuler, de passer d'une idée à l'autre, d'un sujet à l'autre. Aujourd'hui, Internet fonctionne sur ce modèle-là, cette logique de passage d'une idée à l'autre, d'une pensée à l'autre. Voilà. Donc le corps ne bouge pas, mais les idées circulent. C'est un changement anthropologique, cette nouvelle définition de ce que signifie que bouger, par exemple. En tout cas, ça oblige à repenser un certain nombre de choses, notamment ce qu'on appelle effectivement bouger, ce qu'on définit comme étant la mobilité. Et puis, ça effectivement, ça implique aussi de prendre au sérieux un certain nombre de mutations qu'on a tous expérimentées, notamment depuis le Covid, telles que le télétravail, les déplacements sous contrainte, l'enseignement à distance, enseignement sous contrainte ou ce genre de choses. Oui, effectivement. Enfin, la généralisation des outils numériques dont participent les jeux vidéo nécessite effectivement de repenser tout ça. Faire cette vidéo est une véritable galère car il est souvent très dur de trouver des informations précises et surtout des informations correctes sur les tailles des mondes. Mais je voulais quand même vous parler de 3 jeux immenses mais dont je peux pas vous promettre que les tailles sont correctes. Tout d'abord Final Fantasy XV. Des infos circulent comme quoi le jeu ferait plus de 2000 km². Mais il y a des douilles. Tout d'abord c'est souvent calculé d'après une vieille carte. Genre si vous êtes déjà tombé sur cette image qui compare FF15 à Witcher 3 et GTA V, elle est totalement fausse. La deuxième douille c'est qu'une immense partie de la map n'est pas explorable dans le jeu. Des petits malins ont tout de même réussi à s'y balader, mais il n'y avait rien à ces endroits. Que du vide. Deuxième jeu, Test Drive Unlimited. Un jeu de course qui ferait plus de 1600 km². Et là encore, zéro source sûre pour confirmer ça. Et troisième jeu, c'est le craquage total avec Guild Wars 1 qui ferait 38 850 km². Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire à celle-là. France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange. Un extrait de la chaîne YouTube Trash avec cette vidéo sur la taille réelle des jeux. Expliquez-nous, Ovic Termination, de quoi il est question quand on entend parler de ces tailles, de ces univers. Est-ce que c'est vraiment, ça correspond à quelque chose ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, les moyens technologiques des studios de jeux vidéo, la puissance de calcul des ordinateurs fait qu'on peut mettre à disposition, enfin en tout cas les studios, les éditeurs peuvent mettre à disposition des joueuses et des joueurs des espaces vidéoludiques qui sont parfois très très étendus. Donc on l'a entendu dans votre son, des personnes qui s'amusent justement à calculer
en mesurant en fait le temps de déplacement, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, à calculer justement la distance, alors en kilomètres carrés, en mètres carrés, tout ce que vous voulez, de ces espaces. Mais comment on sait quelle est notre vitesse de déplacement pour pouvoir calculer exactement alors, les vitesses de déplacement, souvent, ils sont mesurés par correspondance avec la vie réelle. C'est-à-dire qu'en gros... on se dit qu'on fait du 100 à l'heure sur une route. Donc 4-5 km à l'heure à la marche. Voilà, en général. Alors, on peut calculer en voiture. C'est assez facile parce que dans les jeux de voiture, souvent, on a justement le compteur kilométrique. Mais il représente quelque chose réellement, ce compteur kilométrique? Il représente un temps de déplacement. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains géographes anglais que, au fond, l'espace du jeu vidéo, c'est surtout du temps plus que de l'espace. Parce qu'en réalité, cette illusion de navigation, elle est produite par le temps qu'on passe à passer d'un lieu A à un lieu B. Et c'est ce temps passé, rapporté ensuite à la vitesse, donc en fonction de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire soit on regarde le compteur kilométrique, soit on connaît la vitesse de déplacement à pied, qu'on arrive à calculer justement, ou que ces personnes arrivent à calculer la superficie de ces espaces. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les jeux vidéo aujourd'hui sont de plus en plus chers. On est à des jeux vidéo aujourd'hui qui dépassent, quand ils sortent sur le marché, pour ces très grosses productions dont on parle dans l'extrait que vous avez passé, des jeux de 60-70 euros parfois, sans compter le prix de la console. Donc quelque part, c'est important pour le joueur ou la joueur qu'il en ait pour son argent. Donc, ça veut dire aussi proposer des temps de jeu, des durées de vie, ce qu'on appelle durée de vie du jeu dans le vocabulaire des joueurs et des joueuses, des durées de vie qui sont parfois très très conséquentes, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'heures dans certains cas. Et pour ça, il faut effectivement, l'un des moyens, c'est de proposer des espaces qui soient très très vastes à explorer. Donc il y a des personnes qui doivent passer un temps très conséquent au volant de leur voiture ou même parfois à pied, à cheval, à faire le tour de l'univers, mais parfois ce sont des univers immenses qui font des millions de kilomètres carrés. Oui, c'est des univers immenses, ce sont des univers immenses, pardon, et effectivement, et sur Internet, vous trouverez très facilement beaucoup de ressources produites par les joueuses et les joueurs, justement, proposer une cartographie de tous les lieux à explorer, de tous les points d'intérêt, de tous les centres d'intérêt, un peu comme quand on ouvrirait une carte touristique, de son guide de voyage préféré, et qu'on regarderait les points à visiter, quoi. Donc, voilà. Ce sont des espaces qui sont désormais très, très larges. Les créateurs et créatrices de jeux vidéo mettent aussi parfois beaucoup de mécaniques pour inciter justement les personnes à se déplacer. Donc il y a différentes astuces, entre guillemets, pour inciter les personnes à naviguer. À l'inverse, Qu'est-ce qu'il y a comme astuce, par exemple? Par exemple, tout simplement la trame narrative. Une trame narrative, c'est-à-dire l'histoire que le joueuse ou le joueur doit suivre et qui va souvent l'obliger à justement visiter les différents espaces plutôt que de le laisser... C'est la même chose que quand on va dans un magasin de meubles bien connu, par exemple. Exactement, voilà. Faire et qui vous indique un cheminement pour arriver jusqu'à la caisse. Bon, là, c'est pareil, pour arriver à la fin de l'histoire, si le jeu est dans beaucoup de jeux, en fait, l'idée, c'est qu'on en fasse profiter, on vous fasse profiter pour visiter tous les espaces. Voilà. Il y a d'autres astuces, par exemple les quêtes secondaires, c'est-à-dire les missions qui nous éloignent de la trame principale. Donc, pour reprendre votre métaphore, c'est les pièces d'à côté qu'on va pas visiter. Voilà, on est venu chercher un bien pour la salle de bain. La pièce d'à côté, le bureau, on va quand même aller jeter un œil. Bon, voilà. Donc, la mission secondaire ou la quête secondaire va justement inciter les personnes à faire un pas de côté, à prendre un petit détour, un chemin de traverse pour aller voir d'autres lieux. Voilà, avec la promesse de trouver un trésor ou une rencontre, un autre personnage ou autre. Voilà, donc il y a un certain nombre d'astuces dit de level design, c'est-à-dire de design, de conception de jeu. Et puis à l'inverse, il y a des contraintes. Par exemple, si on ne veut pas que le joueuse ou la joueur aille trop tôt dans un espace, il y a des barrières invisibles, il y a des systèmes qui sont faits en sorte, par exemple, il faut absolument être passé par un point A et le point B dans l'ordre pour pouvoir accéder au point C. Voilà. Donc il y a tout un travail parfois assez fin de configuration de la navigation. Est-ce qu'on peut, au Vic Termination, faire une analogie avec le tourisme? Est-ce qu'on pourrait se dire qu'on visite ces espaces virtuels comme on visiterait des espaces réels? Alors, j'aurais tendance à penser que même ça pourrait être une tendance croissante. Moi, je suis assez frappé de voir que sur certains de ces types de jeux, justement, des personnes disent, alors
voilà, sur les forums ou sur les blogs, enfin, il y a les blogs un peu passés de mode, bon, sur les forums, sur les réseaux sociaux, publient souvent justement des captures d'écran ou leur trajectoire, la cartographie de leur navigation ou tout simplement leur réaction, hein, d'aimer tout simplement se balader, de partir à cheval, aller voir si on peut grimper sur la montagne suivante qui dépasse depuis la première montagne, ou tout simplement aiment se mettre à un point haut de l'espace, justement sur une colline, prendre des captures d'écran, poster ensuite ces captures d'écran. Il y a un plaisir de la navigation, il y a un plaisir de la découverte qui est manifeste dans certains jeux, et en tout cas qui est véritablement exprimé explicitement par certains publics, pour qui parfois même finalement ce plaisir de la navigation compte un peu plus que suivre l'histoire. Voilà. Donc il ne faut pas qu'il y ait un elfe qui se jette sur vous et qui vous assassine à chaque fois que vous voulez visiter un peu le lieu. Oui, on espère. Il y a même moi, je me souviens quand on faisait, donc, vous citiez notre ouvrage La fin du game, notre ouvrage collectif, donc, qui est sur la base d'une enquête collective qu'on avait menée, et notamment avec des entretiens auprès de joueuses et de joueurs. Et je me souviens d'une enquêtée qui expliquait que justement sur un jeu qui se passe dans une ambiance western, elle, ça ne l'intéressait pas du tout, les duels au pistolet. Mais ce qu'elle aimait, c'était au contraire pouvoir partir à cheval, le soleil couchant, se promener, faire du cheval, quoi. C'est ça qui l'intéressait, c'était faire du cheval. Et pas forcément avoir un bandit, effectivement, qui tente un braquage chaque fois qu'elle parcourt quelques centaines de mètres. Donc ça, on peut le paramétrer, j'imagine, pour se promener tranquille. On peut le paramétrer. Alors, plus ou moins. Dans certains jeux, il y a des jeux, notamment dans des jeux de rôle qui l'ont très bien pris en compte. Il y a un jeu de rôle qui a fait un tabac, sorti en 2023, qui propose justement plusieurs niveaux de difficulté, c'est-à-dire une jauge de difficulté dans les affrontements, dans les combats, etc. Il faut quand même se débarrasser de temps en temps d'un ennemi, mais il faut quand même se débarrasser de quelques ennemis. Eh bien, pour les personnes les plus compétitives, il y a un mode de difficulté qui est très très avancé, les combats sont très durs, très tactiques, et puis il y a un mode de jeu qui permet de limiter au maximum la difficulté des combats, juste pour pouvoir profiter de l'immersion dans l'histoire, dans l'espace qui est proposé par le jeu. Voilà, donc les jeux contemporains, certains jeux contemporains permettent de jouer un peu sur ces paramètres-là, mais c'est pas systématique. Alors il y a quand même un jeu, par exemple, qui a décidé que ce serait qu'une balade, c'est le bonus de Assassin's Creed. On parle beaucoup de Assassin's Creed aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un jeu très connu. Assassin's Creed Discovery Tour, où là, on se promène dans l'Égypte ancienne. C'est en fait le bonus d'un jeu qui existe d'une autre manière. Mais là, vous ne faites que vous promener et vous êtes censé apprendre des choses, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a plusieurs... À mon avis, il y a plusieurs logiques dans ce type de produits qui sont proposés, ce type effectivement de Discovery Tour. D'abord, on peut raisonnablement imaginer que quand un studio a passé des années à développer un moteur de jeu, des modèles graphiques, à travailler sur des reconstitutions très fines, très réalistes, très bien documentées, que justement tout ce travail-là trouve d'autres modes d'expression ou en tout cas de mise à disposition que le jeu. Et donc effectivement, pourquoi pas le mettre à disposition, débarrasser entre guillemets de l'histoire, des affrontements, des épreuves, pour pouvoir s'y promener. Après, ce qu'il faut voir aussi, dans le cas de la franchise que vous citez, c'est que c'est aussi une franchise qui assume justement ce caractère très bien documenté et très, très réaliste, au point que c'est une franchise qui est parfois utilisée, ou en tout cas sollicitée par des collègues de l'éducation nationale, comme moyen de découvrir ou d'entrer dans une période historique. Est-ce que ça fonctionne vraiment auprès des élèves ? Alors, moi, les retours d'expérience que j'ai de collègues, mais bon, c'est des retours d'expérience un peu disparates, hein, c'est que c'est plutôt contrasté, on va dire ça comme ça, c'est plutôt contrasté. Alors, pour avoir un peu travaillé cette question-là récemment, il ne faut pas surestimer en tout cas, l'intérêt que peuvent avoir des élèves ou des étudiants à avoir des jeux vidéo en main quand ils sont en classe. Pourtant, c'est spontanément l'idée qu'on s'en ferait. Oui, mais justement, le jeu vidéo, ça reste un loisir. Et pour ces publics-là, amener du jeu vidéo à l'école ou à l'université, d'une certaine manière, c'est un peu le détourner de son usage de loisir et peut-être un peu gâcher le plaisir. En tout cas, on a parfois ce retour d'expérience. Donc ça marche sur certains publics, ça marche moins sur d'autres. Donc les résultats sont assez contrastés. Tout dépend de la manière dont c'est utilisé.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous parlons des jeux vidéo envisagés du point de vue de l'espace et de la géographie avec Ovic Termination. On a évoqué l'espace à l'intérieur des jeux. Parlons peut-être un petit peu à présent de l'espace où l'on joue, autrement dit l'espace réel qui accueille le virtuel. Comment est-ce que les deux peuvent s'articuler et comment finalement c'est important peut-être de penser les deux en même temps ? Oui, alors c'est effectivement, en tant que géographe, des questions qui nous intéressent beaucoup hein, avec mes collègues. C'est pas seulement l'espace dans le jeu, mais effectivement les conditions dans lesquelles on joue. Et alors, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant parce que de constater que la pratique du jeu vidéo a justement évolué, a changé d'espace au cours du temps. Au départ, c'est une pratique qui est née dans les laboratoires de recherche. Hein, vous citiez Tennis for Two. Voilà, c'est développé par des chercheurs américains sur des oscilloscopes, sur des machines auxquels le grand public n'avait pas En du aucun tout cas, on accès. peut faire ça chez soi. Tout à fait, exactement. Le grand public n'avait pas du tout accès à ces matériels, enfin voilà, à ces équipements-là et les compétences même techniques de programmation sur ces machines. Donc le jeu vidéo, à partir des années 80, connaît un double mouvement, double phénomène double migration spatiale, en quelque sorte, enfin double migration. Le premier, c'est qu'il commence à arriver dans les espaces domestiques par le biais justement des ordinateurs personnels et puis ensuite des consoles personnelles, consoles de salon. Donc les jeux vidéo rentrent dans les espaces domestiques. Au départ, plutôt chez les classes moyennes, et puis ensuite se généralise. Et puis le deuxième mouvement, c'est la multiplication, l'explosion dans les années 80-90 des salles de jeux d'arcade ou des bornes d'arcade dans les bars, dans les centres commerciaux, notamment aux États-Unis. En France, c'était un peu moins le cas. C'était plutôt des salles dédiées. Voilà. Donc on a ce double mouvement d'intrusion du jeu vidéo dans les espaces privés domestiques, mais aussi dans les espaces publics, plus ou moins dédiés aux loisirs, hein, à côté du flipper, à côté de la table de billard. Et depuis les années 2000, 2010, bon, les salles d'arcade ont plutôt périclité. Hein, c'est devenu aujourd'hui plutôt un marché de niche. Il n'y en a plus beaucoup en France et c'est plutôt pour des publics vraiment très, très experts, très connaisseurs. Le jeu vidéo reste aujourd'hui un loisir domestique de manière très importante. Enfin, en tout cas, dans nos études qu'on a menées, c'est très clair. Hein, la majorité des jeux et la majorité des joueuses et des joueurs déclarent jouer d'abord avant tout chez eux. Chez elles ou chez eux. Mais le deuxième phénomène parallèle, c'est effectivement l'explosion des outils de mobilité, enfin de type smartphone, tablette, etc., qui permettent d'embarquer avec soi un certain nombre d'applications, dont les jeux vidéo. Alors, on a aussi vu il y a quelques années, de façon étonnante, des gens qui étaient dehors et qui pourtant semblaient chercher des choses avec leur smartphone. C'est évidemment des petits monstres, Pokémon Go. Ouais. Ça, c'est très intéressant pour le géographe parce que c'est vraiment la fusion des deux univers, Tout à fait. Le réel et le virtuel. Tout à fait. Alors, donc, ce qu'ont permis les technologies de l'Internet embarqué, donc c'est-à-dire à la fois les smartphones qui font office de terminaux d'ordinateurs et puis les antennes relais, enfin les réseaux mobiles, Wi-Fi et autres. Donc ce qu'ont permis ces technologies embarquées, c'est effectivement le développement des jeux dits de géolocalisation. Alors, ils existaient déjà avant Pokémon Go, mais le succès de Pokémon Go, je crois que c'était 2016, donc qui n'est pas le premier jeu de géolocalisation, mais qui est vraiment le premier à exploser à une telle échelle internationale en termes de public, en termes de nombre de public. Ce succès, il s'appuie effectivement sur cette technologie et puis il s'appuie aussi sur l'existence d'une franchise préexistante qui est la franchise Pokémon via séries animées, mangas, jeux de cartes, etc. Donc effectivement, ces jeux de navigation, enfin de géolocalisation, pardon, ces jeux de géolocalisation, sont des jeux qui sont propres à des pratiques contemporaines et qui obligent effectivement à se promener dans l'espace donc dans l'espace réel, hein, donc dans son quartier ou dans sa ville par exemple, pour effectivement rejoindre des points qui sont transcrits dans la carte virtuelle. Alors c'est très intéressant parce que vous expliquez dans la fin du game, Ovic Termination, que ça modifie aussi la ville elle-même et ça a des conséquences dans la vie réelle. Et vous citez l'exemple de quelqu'un qui joue à
Ingress, Oui. donc c'est un jeu comme ça où il faut Ouais. aller chercher dans la ville, passer des portes, et qui donc, avant d'aller au travail, joue à ça, et donc se retrouve, il habite à Lyon, place Bellecour, avec son téléphone, alors qu'il n'y a personne sur la Ouais. place Bellecour, et là il se fait arrêter par des Ouais. policiers, parce que c'est quelque chose de très étrange que de voir quelqu'un jouer à ce jeu tout seul, en fait. Ouais, tout à fait. Alors plus exactement, il se fait arrêter parce que en fait, il était tôt le matin, il était avant d'aller au travail. C'était mal Il garé. s'était dit, voilà, il était mal garé. Il s'est dit, bon, il y a personne, je peux mettre ma moto au milieu de la rue et juste le temps de descendre de ma moto, de regarder sur l'application, enfin le jeu Ingress, donc qui est justement l'ancêtre de Pokémon Go. Ce qu'il y avait à faire dans ce coin-là. Donc c'est effectivement à ce moment-là qu'il se fait arrêter par la police. En fait, ce qui est intéressant dans le témoignage de ce joueur, donc on avait interrogé à l'époque, enfin c'était pas moi directement, mais un collègue de l'équipe, et donc d'autres témoignages de la sorte, c'est que effectivement cette pratique des les géolocalisations a incité ces personnes-là à regarder différemment l'espace urbain du quotidien. Regarder différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire modifier parfois les routines sur le déplacement domicile-travail, donc faire un petit crochet, faire un petit détour, parfois partir une demi-heure plus tôt de la maison pour avoir le temps justement de faire le tour des différents spots, des différents points qui sont géolocalisés dans le jeu. Profiter d'un moment de temps libre pour aller visiter, à Lyon par exemple, je crois qu'il prenait l'exemple de la basilique Fourvière. Voilà, il disait qu'il n'allait pas souvent à la basilique Fourvière, ou voire il n'y allait pratiquement jamais. Et ben là, le jeu lui avait donné l'occasion, lui avait donné un prétexte en fait à aller fréquenter, se promener dans la ville, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait, ou en tout cas moins spontanément que s'il n'avait pas joué au jeu. Donc découvrir la géographie grâce aux jeux vidéo, exactement. La vraie géographie. Si découvrir ou redécouvrir l'espace familier, qu'on pensait familier autour de soi. D'autant que ce qui est malin dans le jeu dont on parle, dans le jeu Pokémon Go, pardon, c'est que dans le jeu justement, il y a des petites vignettes avec des photos réalistes justement de l'endroit où on se trouve. Parfois, il y a une petite indication, il y a une petite date ou ce genre de choses. Voilà. Donc ça peut être aussi un prétexte à apprendre des choses, bon, toute proportion gardée, bien entendu, mais sur cet environnement dans lequel on circule. Donc pour jouer à ce jeu, le géolocalisé, il vaut mieux être dans les villes. Ça pose une question qui est la question un peu classique des géographes qui s'occupent d'aménagement du territoire. Est-ce qu'on joue de la même façon à la ville et à la campagne? Alors, sur les jeux de géolocalisation, non, puisque effectivement, comme vous le dites, et ça avait été montré par certaines cartes, il y a une disparité dans la répartition justement des points qu'on peut visiter, des lieux qu'on peut visiter dans les jeux de géolocalisation. En revanche, effectivement, quand on avait démarré cette étude il y a une dizaine d'années, donc qui a donné lieu à l'ouvrage La fin du game, nous, une hypothèse qu'on avait en tant que géographe, c'est de se dire, voilà, les conditions de vie ne sont pas tout à fait les mêmes dans les espaces, les grands pôles urbains, les espaces périurbains, les espaces ruraux. Donc, peut-être qu'on peut supposer qu'il y a des pratiques de jeu qui sont différentes. Sociologiques, alors? Des pratiques différentes de par la sociologie? Oui, des pratiques différentes de par la sociologie, ou tout simplement de par la configuration des espaces. C'est-à-dire, tout simplement, quand on n'a pas de voisins à proximité, quand on est un jeune adolescent ou préadolescent de 12 ou 13 ans, qui n'a pas de voisins à proximité, c'est plus compliqué de trouver un partenaire pour passer le samedi après-midi jouer sur une console de jeu. Ou à l'inverse, quand on vit dans l'anonymat des grandes villes, qu'on ne connaît pas ses voisins, qu'on ne connaît pas les gens qui habitent dans l'immeuble, on va plutôt jouer avec des gens qui sont en ligne. Bon, en tout cas, on avait un certain nombre d'hypothèses comme ça, avec l'idée que on avait peut-être des variations très fortes selon les espaces. Bon, c'était raté. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces hypothèses ne tiennent pas vraiment. Tout le monde joue de la même façon partout. En tout cas, globalement, il n'y a pas de différence majeure. En tout cas, selon les catégories d'espace, on a des différences dans les pratiques de jeu. On a des manières de jouer qui sont différentes, mais qui tiennent plutôt à des caractéristiques sociologiques des joueuses et des joueurs, notamment des critères d'âge et de genre, filles, garçons, hommes, femmes, mais pas tellement de catégories de résidence dans lesquelles on habite. Voilà. Est-ce qu'on joue de la même façon aux États-Unis, en Europe, en Asie ? Alors, il y a des tendances lourdes d'un pays à l'autre, mais là, on est vraiment sur des tendances très macro.
que connaissent bien les experts du secteur, y compris les joueuses et les joueurs eux-mêmes. Par exemple, on sait qu'il y a des traditions dans des genres de jeux qui sont plus ancrés dans certains pays que dans d'autres. Les experts de jeux vidéo aiment bien, par exemple, opposer ou en tout cas mettre en parallèle le jeu de rôle, le jeu vidéo de rôle dit à la japonaise et le jeu vidéo de rôle à l'américaine. Voilà. Et quelles sont les différences? Alors, alors les différences, en fait, c'est des différences qui tiennent à des héritages différents. C'est-à-dire que le jeu de rôle à l'américaine, le jeu vidéo de rôle à l'américaine, va chercher à des héritages qui puissent plutôt justement dans les jeux de rôle papier, donc notamment Donjons et Dragons, pour le plus célèbre d'entre eux, dans les années 60-70, c'est-à-dire des jeux de rôle qui misent beaucoup voilà, sur des environnements de la fantasy, et puis aussi sur des modes de calcul, de systèmes de combat et de création de personnages qui sont différents des jeux de rôle dits à la japonaise. Dans les jeux de rôle à la japonaise, qui vont plutôt puiser leur héritage dans les mangas, eh bien, on a des personnages qui sont souvent préécrits. C'est-à-dire prédéfinis à l'avance, voilà, le nom, son métier, entre guillemets, voilà. Et ces jeux s'exportent de la même façon partout dans le monde? C'est-à-dire, est-ce que les jeux sont mondialisés? Un jeu qui est fabriqué en France ou qui est fabriqué à Montréal ou qui est fabriqué au Japon est pensé pour le public mondial? Oui, aujourd'hui, oui. Alors là, les distinctions que je fais, c'est vraiment à très très grossier, hein. Si on a des experts qui nous écoutent, je pense qu'ils hurleraient, mais je l'ai pris de m'excuser par avance. Mais voilà, donc je simplifie un peu à outrance, mais le fait est que donc on a ces héritages qui sont différenciés, mais malgré tout, aujourd'hui dans un paysage industriel qui est très largement internationalisé et mondialisé, y compris les jeux français d'ailleurs, hein. Il y a des studios français et des jeux français qui se vendent très bien à l'international, et le syndicat national du jeu vidéo qui publie un baromètre annuel, un état des lieux, hein, en quelque sorte, du paysage des studios de jeux vidéo en France, montre bien, hein, la progression justement d'un chiffre d'affaires à l'international, hein, pour les studios français. Donc on a des pays qui exportent très bien leur production internationale, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que existent encore des marchés nationaux. Je pense notamment à des pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, qui ont des très gros marchés domestiques, Corée du Sud ou Chine, et qui ont des productions de jeux vidéo qui sont aussi parfois à usage exclusif ou quasi exclusif de leur propre marché national. Si bien que d'ailleurs certains de ces jeux ne sont pas accessibles en dehors. Mais ça n'empêche pas d'avoir des jeux qui, eux, pour le coup, s'exportent à l'international. Est-ce que les jeux qui prennent pour décor, par exemple, la Bourgogne en France ou Bordeaux, ça existe, ou alors des jeux japonais qui prennent un décor typiquement japonais, ne posent pas aussi des questions de la représentation finalement que ces jeux donnent de ces peuples-là, parce que bien souvent on est dans la caricature et on est dans l'auto-exotisme, parce que c'est ce qui se vend le mieux. Oui, bien sûr, mais je dirais que ça, on va le retrouver aussi au cinéma. On va peut-être aussi le retrouver d'une certaine manière dans la littérature ou dans la bande dessinée ou même dans les mangas. C'est-à-dire que, voilà, le jeu vidéo, c'est un produit culturel. Donc, comme tout produit culturel, il n'échappe pas effectivement à des choix de représentation qui peuvent parfois être des biais, ou des formes de stéréotypes ou de simplification, ça c'est sûr. Mais il n'échappe pas non plus à des volontés, enfin des choix volontaires de surjouer une forme d'exotisme pour justement exporter plus facilement le jeu sur un marché international. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur un pays que nous connaissons tous sans jamais y être vraiment allés. Je parle évidemment du royaume champignon. Nous savons que le royaume champignon borde le royaume de Sarasland, dirigé par la princesse Daisy, le royaume de Vegesia, dirigé par la princesse Vegelia et le prince Arik, et le royaume de Koopa, dirigé par le terrible Bowser. Le royaume champignon s'étend sur plusieurs climats, influant sa topographie. On y retrouve notamment des plaines, des forêts, mais aussi des déserts comme le désert Dry Dry, des volcans, notamment proches de son voisin, le royaume Koopa, des îles comme l'île des Yoshi ou l'île des Kong, et des zones plus froides avec notamment des montagnes et des toundras. Le royaume champignon est une monarchie absolue dirigée par l'héritière, la princesse Peach, depuis le retrait politique de son père, le roi Toadsworth.
Ayant pour capitale la ville de Toddstown, le royaume champignon est une terre d'accueil, une terre d'immigration. France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange. Il fallait quand même qu'on écoute cet extrait du dessus des cartes. Ovic Termination, on visite un pays, le royaume champignon, qui est évidemment un pays imaginaire. C'est vous qui nous avez montré cette petite vidéo sur YouTube. Pour quelle raison ? En fait, ce que je trouve amusant dans cette vidéo, c'est la méthode de présentation de cet espace, justement. J'ai l'impression de retourner dans mes cours de lycée. Donc, on commence par décrire la topographie. Enfin, c'est aussi l'émission Le Dessous des cartes, oui, évidemment, bien sur sûr. Arte, avec Jean-Christophe Victor, Tout à fait. qui est encore le présentateur en 2019 de cette émission. Il y a une imitation très claire de lui. Oui, il y a dans le choix du titre, effectivement. Donc c'est amusant, c'est une référence. Enfin, je pense que c'est un choix volontaire, donc explicite, voilà, de faire référence à cette émission et effectivement d'appliquer les méthodes un peu traditionnelles de la géographie ou de l'histoire d'ailleurs, en décrivant quel est le système politique, voilà, de ces espaces-là. Donc voilà. Une manière peut-être un peu désuète de pratiquer la géographie aujourd'hui, c'est-à-dire on commence par la topographie, les grandes masses terrestres, l'hydrographie. Il manque plus que la description du couvert végétal et du réseau routier, quoi. Mais C'est intéressant en même temps. Mais voilà, donc il y a un côté un peu désuet que je trouvais amusant dans cette manière de présenter, et puis avec un ton très sérieux. Voilà, on a l'impression d'être en cours, quoi. Ouais. Si on devait, parce qu'on parlait du poids économique aussi du secteur du jeu vidéo. C'est un secteur qui est très important pour la France. Il y a la société Ubisoft qui est un des leaders mondiaux, même si il faudrait faire une carte comme le dessous des cartes pour montrer où sont ses salariés. Ils sont peut-être pas majoritairement en France d'ailleurs. Non, il y a beaucoup d'internationalisation pour ce grand studio, qui est un groupe aujourd'hui multilocalisé. Hein. Il y a des studios au Canada, il y a des studios en Inde, me semble-t-il. Il y a des studios en France aussi, hein, bien entendu. Mais je me demande même si à une époque il n'y avait pas projet. C'est peut-être fait d'ailleurs de studios au Maghreb, au Maroc, je crois. Bon, en tout cas, voilà, c'est un groupe aujourd'hui qui est très international. Alors, le poids de l'industrie du jeu vidéo en France, c'est une question qui est pas évidente à laquelle il n'est pas évident de répondre, parce que d'un côté, c'est une industrie qui présente un chiffre d'affaires qui est plutôt important. En tout cas, justement, le rapport que je citais tout à l'heure, et puis d'autres chiffres montrent qu'aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, en termes de chiffre d'affaires, pèse plus que l'industrie du cinéma et de la musique réunis en France. Donc aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, c'est une des premières industries culturelles en France. Alors, devant ou derrière l'industrie du livre, c'est pas évident à dire parce que tout dépend de ce qu'on appelle l'industrie du livre. Est-ce qu'on compte les magazines, est-ce qu'on compte le scolaire, voilà, exactement. Mais voilà, donc c'est en termes de chiffre d'affaires, c'est une industrie culturelle et créative et aujourd'hui qui est très important. Après, quand on regarde en termes de nombre d'entreprises ou en nombre de salariés, là on est sur des chiffres qui sont quand même beaucoup plus faibles. On a des estimations alors qui datent un peu peut-être aujourd'hui. Il y a quelques années, là en 2017-2018, on est estimé à environ 3000 emplois directs en France. Ce qui est très peu finalement. Ce qui est finalement pas beaucoup, effectivement, quand on rapporte au chiffre d'affaires, justement, ou au rayonnement que ça peut avoir, ou tout simplement à la place qu'occupent les jeux vidéo aujourd'hui dans nos pratiques culturelles, et en particulier chez les plus jeunes, quoi. Voilà. Donc c'est sans doute peut-être un chiffre à revoir aujourd'hui. J'avoue que c'est des chiffres qui sont pas évidents à trouver, mais le baromètre dont je citais évoque un nombre de 1000 entreprises, environ 1 millier d'entreprises en France autour du jeu vidéo. Ce qui signifie des petites entreprises. Voilà. Alors. Donc c'est un petit monde, effectivement, et un monde très dans lequel effectivement il y a beaucoup de petites entreprises et il y a quelques poids lourds, quelques locomotives, hein, effectivement, avec là plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de salariés. Sur le territoire, on pense à des villes comme Lyon, on a beaucoup parlé à un moment de Montpellier, Bordeaux également, était une grande ville du jeu vidéo. Alors, la région Île-de-France, de mémoire, je crois que c'est encore autour à peu près de la moitié des studios de jeux vidéo. De mémoire, je crois que c'est environ la moitié, ou peut-être un peu moins, entre 40 et 50%. Mais force est de constater depuis quelques années qu'on a plutôt un essaimage, mais un essaimage qui s'appuie aussi sur des pôles anciens du jeu vidéo. Lyon
d'animation et historiquement un pôle du jeu vidéo. L'un des premiers succès du jeu vidéo à l'international, qui est le jeu Alone in the Dark, qui à lui seul a lancé un genre de jeu vidéo. C'est un jeu qui a été développé dans le studio Infogrames, qui à l'époque était situé dans l'agglomération lyonnaise au début des années 80. Qui est devenu ensuite Atari. Et voilà, qui a racheté la marque Atari, Puis qui a fait faillite. a fait faillite. Voilà. Mais donc historiquement, on a ce pôle lyonnais qui s'est développé. On avait un pôle francilien, et donc aujourd'hui, effectivement, même si l'agglomération parisienne continue de concentrer un certain nombre de studios, on a plutôt des pôles qui se structurent en région. Et Montréal est toujours la capitale mondiale en 2 secondes. Ouais, voilà, continue de rester l'une des grandes capitales du jeu vidéo. Le Hollywood des jeux vidéo. Merci beaucoup, Vic Termination.